Alors, bonjour à tous et bienvenue. Moi, je suis Ken, je suis le fondateur de Carmony ou de la plateforme ecoacteur.com. Et aujourd'hui, on va recevoir Jean-Claude Loiseau, coach, coach professionnel d'expérience pour échanger autour d'une thématique fondamentale puisqu'on va parler du changement, des obstacles au changement. Et voilà, il va nous partager de précieuses clés. Je vois que Jean-Claude est dans la salle de stream. Voilà, je vais faire ça. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Ken. Comment ça va? Pour l'instant, ça va. Bon. On se mouille pas, on se dit pour l'instant ça va, mais ça va aller. Bon, super. Surtout, moi, je suis très content. Surtout, on va parler d'un thème qui m'est tellement cher et qui est capital, notamment dans l'accompagnement du changement. Donc, voilà. Ok, super. Bon, en tout cas, moi, je suis hyper content que tu sois avec nous ce soir. C'est top. Du coup, ce que je te propose, c'est d'abord de te présenter peut-être, nous indiquer un petit peu, de nous parler un petit peu quelques minutes de ton parcours, de ce que tu fais aujourd'hui et puis ce qui t'a amené finalement à faire ce que tu fais aujourd'hui. Voilà, peut-être 5-6 minutes pour nous te présenter un petit peu. Voilà, donc moi, pendant quelques années, j'ai occupé un poste de direction importante dans une grosse entreprise. Et en 2001, j'ai décidé de changer, de prendre un grand virage parce que j'ai été attiré par un métier que je trouvais passionnant suite à une présentation qui a été faite à l'époque en 1999, 199 par Vincent Lénart. Et cette révélation, ça a été une révélation pour moi, ce métier. Parce que le seul mot qui, à l'époque, m'a beaucoup marqué, c'est il disait, pour faire ce métier, il faut aimer les gens. Et moi, je me suis dit, waouh, ça, c'est moi, ça. J'aime trop les gens, j'ai envie d'aider, c'est vraiment mon truc. Et là, je me suis dit, voilà. Donc, je me suis dit, suite à ça, j'ai commencé une formation. À l'époque, j'ai commencé par un des pères promoteurs de la PNL en France qui s'appelle Alain Quérol. Alain Quérol et accompagné qui existe toujours, Paul Pironnet. Donc, j'ai fait une première approche du coaching, mais plutôt orientée individuelle. L'individu, accompagner un individu. Et après, suite à la présentation qui avait été faite en 2000 par Vincent Lénart, moi, j'ai décidé de rejoindre une formation proposé par Vincent Lénart, mais pour l'accompagnement de dirigeants. L'accompagnement de l'entreprise, parce que c'est complètement différent. Il faut une connaissance de l'entreprise que j'avais, de par mon activité précédente. Et voilà, donc le coaching, je suis passé du coaching individuel au coaching d'entreprise. Donc aujourd'hui, je fais exclusivement du coaching d'entreprise. Je fais pratiquement pas de particulier. Donc, j'ai travaillé dans des grands groupes, hein, je vais pas citer de nom, des grands groupes au CAC 40, voilà, donc j'ai travaillé. Donc, j'ai 20 ans d'expérience, oui, 20 ans, j'ai commencé le coaching en 2001. Ma première mission, ça a été, j'ai travaillé au ministère de la Défense et de l'Armement. J'ai accompagné, ma première mission, je m'en souviens encore, j'ai accompagné 39 chercheurs qui travaillaient à l'époque sur le char Leclerc. Ok. Donc, 39 chercheurs, c'était très, très intéressant. Toi, la problématique de l'époque, c'était simple, c'est-à-dire que j'ai des chercheurs qui sont des experts, mais quelque part, ils avaient tous une activité à l'extérieur. C'était étonnant. En termes de créativité, ils avaient tous, certains étaient boulangers, agents immobiliers, et le ministère voulait comprendre pourquoi ces personnes-là avaient une activité secondaire. Donc, c'était ma première mission, c'était très, très intéressant, des docteurs, etc., 39 chercheurs, voilà. Donc, c'était ma première mission. Et après, progressivement, je suis passé du coaching de performance au coaching de transformation, de changement. Donc, la performance, parce que la performance, c'était le premier, tu sais, tu as une quarantaine d'années, tu as envie de dire, je fais du coaching de performance. Et j'ai eu la chance, au cours d'une conférence dans le cadre du MEDEF, de faire une conférence en duo avec un des coachs, à l'époque, un des coachs qui est aujourd'hui coach de l'équipe de France de basket, de faire une conférence ensemble où il y avait la comparaison entre le coaching sportif et le coaching d'entreprise. Donc, il fallait faire donc c'était très intéressant.
Et après, à l'époque, cet entraîneur qui est devenu champion de France après, et puis entraîneur aujourd'hui de l'équipe de France, qui est toujours entraîneur, et je crois qu'il doit être à Strasbourg, je crois, maintenant. Et là, après, lui m'a demandé un peu de l'accompagner un peu dans le monde du sport. J'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, ça a été une expérience extraordinaire. J'étais plus orienté dans le monde de la performance. Jusqu'au moment où, parce que la transformation, le changement, on en entendait parler, comme j'ai évoqué plusieurs fois, c'est-à-dire à l'époque, le changement, on travaillait uniquement sur le changement de croyance. C'est-à-dire qu'on nous faisait lister nos croyances et puis après, on nous mettait quelle est la contre-croyance. Et en travaillant comme ça, je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas beaucoup. Ça fonctionnait pas beaucoup, c'était lent, il n'y avait pas de véritable changement. Donc, à ce moment-là, ma pratique, elle stagnait un peu et jusqu'au jour où, à un moment donné, j'ai été mis en contact avec déjà une approche nouvelle à travers la physique quantique qui permettait une meilleure compréhension de l'individu, comment fonctionne l'individu et fonctionne la création. Et puis après, il y a l'apport extrêmement important des neurosciences, puisque à travers l'évolution notamment du scanner et différents spectres, on pouvait observer pour la première fois le cerveau en activité. Donc, ça a été, et c'est là la première découverte qui a été confirmée à travers l'observation, c'est qu'à chaque fois que je créais une habitude, il se crée des circuits neuronaux de l'autoroute. Et pour créer du changement, il faut créer de nouveaux circuits neuronaux. Donc, ça a été une véritable découverte pour moi dans l'approche du changement. Et c'est pour ça qu'après, j'ai quitté la partie performance pour vraiment travailler sur le coaching de transformation. Voilà un peu brièvement. Ok, super, super. Parce que oui, comme tu disais, aujourd'hui, tu coaches des dirigeants de grosses sociétés, principalement. On en a parlé un petit peu aussi. Hein, tu joues aussi ce rôle de coach aussi. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment top. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette petite introduction. Encore une fois, je te remercie d'avoir accepté mon invitation ce soir. On a beaucoup, nous, de coachs, de thérapeutes, de professionnels de l'accompagnement dans notre réseau aujourd'hui. Certains sont très expérimentés, d'autres moins. Et je suis sûr que ce que tu vas partager aujourd'hui va être précieux pour certains, en tout cas. Alors, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Je vois Valérie, Anaïs. Alors, je ne vois pas les prénoms de tout le monde, mais bonsoir à vous, en tout cas, et merci d'être avec nous. Alors, bonsoir Johanna. Ceux qui sont là, n'hésitez pas, si vous avez des questions pendant ce que Jean-Claude va nous partager, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. J'en ai déjà parlé avec Jean-Claude. On l'arrêtera un instant pour poser des questions pour qu'il puisse vous répondre en direct. Donc, n'hésitez surtout pas. Merci pour votre présence. Bah, écoute, Jean-Claude, tu nous as proposé un ordre du jour assez complet aujourd'hui avec une petite dizaine de points, de thématiques que tu avais à cœur de nous partager. Bah, écoute, moi, je vais te laisser démarrer tout simplement avec le premier point dont tu nous as parlé autour de la nature de la réalité, de notre identité, les raisons de la difficulté du changement, finalement. Je te laisse démarrer avec cette première thématique et puis voilà, je te ferai signe si on a des questions dans l'auditoire. Ouais, surtout, n'hésitez pas à poser des questions parce que en plus, l'interface est intéressante, l'interaction est plutôt nourrissante et dynamique. Ça permet aussi. Par contre, il faut savoir m'arrêter aussi. Ça marche. Il faut savoir m'arrêter. Donc, tout ce que je vais évoquer ce soir, je le dirais plutôt comme un élève engagé dans le jeu du changement, mais surtout pas comme un maître ou un donneur de leçons. Ça, c'est important pour moi parce que je me bats sûrement avec les mêmes choses que vous. Voilà, donc, à travers ce bref exposé sur comprendre le changement, c'est comprendre la dynamique du changement. Ça va être d'appréhender le changement avec le champ des possibles qui s'ouvre dès lors que nous quittons cet espace-temps, ce que j'appelle l'espace-temps newtonien, à travers le principe traditionnel cause et effet que nous avons appris au cours de notre scolarité pour devenir progressivement un véritable artiste de la vie. C'est-à-dire de pénétrer dans le monde de la magie et de voir que le changement, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas compliqué, mais c'est difficile à mettre en œuvre. Je répète, c'est pas compliqué le changement, mais c'est difficile à mettre en œuvre. C'est-à-dire que quelque part, les clés que je vais vous donner ce soir, ça va vous permettre quelque part de devenir un peu le créateur de votre vie
le magicien de votre vie en pénétrant dans le monde du temps-espace, le champ quantique. Le champ quantique, la différence de l'effet newtonien, c'est il y a une cause et un effet, c'est-à-dire que dans le champ quantique, c'est-à-dire la véritable nature de l'être, va me permettre de créer, de causer un effet. Causer un effet. C'est-à-dire que c'est moi qui vais être à l'origine du changement. Je ne vais plus subir quelque chose, une cause qui est apparemment inconnue, mais par contre, c'est moi qui vais créer une cause pour générer un changement. D'accord ? Donc, ce schéma va permettre de bien comprendre les difficultés du cheminement à travers le changement. Donc, je rappelle brièvement les prémices qui ont permis justement cette évolution dans la compréhension du changement. Je rappelle, comme je l'évoquais tout à l'heure, le changement, au départ, il suffisait de dire, comme je l'évoquais tout à l'heure, j'ai une croyance, je mets la croyance contraire. Une fois que j'ai validé la croyance contraire, je suis content, je me dis ça y est, je vais ruminer ça et ça va fonctionner. En réalité, ça ne fonctionne pas. L'évolution de la compréhension du changement, il y a eu deux piliers. D'abord la physique quantique et après, comme je l'évoquais tout à l'heure, les neurosciences. Les neurosciences qui permettent justement d'observer le cerveau en fonction, quand il fonctionne en temps réel. Ça, ça a été une véritable révolution grâce au scan. Je crois que c'est dans les années 80, un peu plus de 90, quand même, 2000, on a commencé à émerger. Moi, j'en ai entendu parler en premier dans les années 2004. Donc, les prémices de la physique quantique, pour rappeler brièvement, ce n'est pas nouveau, puisque ça date déjà de 1990, déjà la physique quantique, elle émergeait. Elle a commencé à émerger en 1900 avec Max Planck, qui a expliqué que les particules communiquent instantanément à distance. Ça veut dire que la première expérience, c'est-à-dire que j'avais une particule qui était à 10 000 km, une autre particule à 10 000 km. Je faisais tourner la particule dans un sens. La particule à 10 000 km, elle tournait dans le même sens. Donc, ça a été une véritable révolution dans le domaine de la compréhension de la nature humaine. C'est-à-dire que ça a permis de partir du postulat que nous sommes tous reliés. Donc, tous reliés. Donc, c'est extrêmement important. Donc, ce qu'on va aborder au cours de cette brève conférence, les 4 niveaux de changement. Donc, moi, je vais m'intéresser, il y a 2 types de changements. Il y a les changements extrinsèques et intrinsèques. Extrinsèques, c'est ce qui vient de l'intérieur, c'est-à-dire ce qu'on appelle les changements de type 0, c'est les changements externes observables. Par exemple, je vais changer de maison, je vais changer de métier, je vais changer de tout ce qu'on peut changer. Donc, c'est l'environnement de la personne. Ça, c'est le type 0, c'est les changements externes observables. Après, il y a les changements de type qui sont externes, à travers où on va changer uniquement les comportements. Ça va être à travers l'écoute, la communication, la capacité de travail collectif, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les changements, ce que j'appelle de type 2, c'est les changements internes. C'est-à-dire, on va changer les attitudes, on va changer les croyances, les valeurs, entre autres le système de représentation et les paradigmes. Les paradigmes, les croyances, les paradigmes, c'est ce que je crois. Par exemple, je crois que pour gagner de l'argent, il faut travailler dur. Ça, c'est un paradigme. Donc, la finalité. Donc, voilà, donc on va des changements de type 2, les changements de type 3, où on va changer la structure profonde de la personne. C'est-à-dire qu'on va aborder le système de défense, ses blessures, ses décisions archaïques, son histoire, son inconscient, son corps, ses émotions. Donc, on va travailler vraiment dans la structure profonde de la personne. Et après, on va travailler sur le changement de type 4 qui est rarement abordé dans le monde de l'entreprise, sauf rares exceptions. C'est la partie intime de la personne, c'est la structure la plus profonde, c'est le prince. C'est toujours à développer, c'est-à-dire, il y en a qui l'appellent la divinité, il y en a qui peuvent l'appeler l'énergie cosmique, on peut l'appeler comme on veut. Donc ça, c'est rarement abordé dans le monde de l'entreprise. On peut l'aborder parfois dans le monde du particulier, mais c'est quelque chose qui existe. C'est-à-dire qu'on passe progressivement de la conscience individuelle pour arriver à la conscience collective et rejoindre les postulats de la physique quantique, c'est-à-dire que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'on comprend, c'est important dans le monde de l'organisation, c'est qu'on peut comprendre qu'un égrégore de pensée
peut modifier l'activité d'une organisation. Si par exemple, dans une organisation, dans une équipe, tu as 10 personnes qui pensent que le projet ne va pas réussir, ils peuvent avoir un impact silencieux sur la réussite du projet parce qu'ils n'y croient pas. Parce qu'on est tous reliés, mais on n'en a pas conscience. Donc, c'est extrêmement intéressant de comprendre ça, de comprendre la dynamique interne des individus. Donc, c'est dans l'organisation, quand j'accompagne les entreprises, les équipes, je travaille énormément sur ce procédé, d'aller vérifier quelle est ma croyance, qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que je me dis. D'accord? Ouais. Donc, on a une petite question, Jean-Claude, je t'arrête juste un instant. On a Johanna qui nous dit, mais le prince, ce n'est pas l'ego très présent dans l'entreprise? Le prince, non, le prince, c'est pas l'ego. Alors moi, je vais l'appeler, le prince, c'est la vraie nature de l'individu qu'on a découvert à travers la physique quantique. L'ego, c'est l'opposé du prince. L'ego, il ramène tout à lui. Le prince, il donne tout pour l'autre parce qu'il a compris qu'il est relié aux autres. Tu vois la différence? Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. L'ego, c'est… Ok, bon, c'est clair. Ok, merci beaucoup. Je te laisse continuer. N'hésite pas. Hein. L'ego, effectivement, c'est… Voilà, donc, en résumé, on va aborder les 3 piliers qui permettent de générer un changement de façon durable. Donc, si vous voulez du changement durable, il faut apprendre à cesser d'anticiper, je vais y aller tout doucement, inconsciemment, le même avenir prévisible en vous appuyant sur vos souvenirs. Alors, attends, tu peux nous la redire celle-là? Si vous voulez du changement durable, c'est quelque part, je vais le dire d'une autre façon, quelque part, ça veut dire qu'il faut faire mourir le vieil homme, mais quand je dis homme en termes génériques, il faut que, comme le disait Joe Dispenza, il faut rompre avec soi-même, il faut que la vieille personne meure pour qu'il y ait un véritable changement. Hein, donc, il faut cesser d'apprendre, il faut apprendre à cesser d'anticiper inconsciemment le même avenir prévisible en nous appuyant sur nos souvenirs. Parce que on se rend compte qu'à travers le changement, un des écueils les plus importants en termes de changement, comment ça se passe? Pourquoi le changement, c'est difficile? C'est que nous sommes 5% de notre temps, nous passons notre temps en conscience 5%. 95% du temps de notre vie, nous sommes inconscients et nous travaillons de façon automatique. Et c'est pour ça que la dynamique du changement est extrêmement compliquée. Parce que la majorité des coachs, quand ils travaillent, si je parle à 5%, et je vais demander à 5% de changer 95%. Vous imaginez les résistances? C'est énorme, les résistances. Il y a des résistances énormes, mais ça ne fonctionne pas. Quand on comprend ça, ça ne fonctionne pas parce que on le verra, la majorité du temps, si le subconscient il est programmé négativement parce qu'il a des programmes négatifs, tu auras beau parler à mon mental aux 5%, il y aura zéro changement. Donc, la finalité, il faut apprendre. On va apprendre que le véritable changement, il va falloir transcender le temps, le corps et l'environnement. C'est les 3 piliers qu'on va aborder. Il faut transcender le temps, le corps et l'environnement. C'est-à-dire que le corps, il va falloir générer un véritable sevrage du corps et un affranchissement de l'environnement et du temps. Ça va? C'est OK là pour l'instant? C'est OK pour l'instant. C'est OK. C'est pourquoi par rapport à la pensée positive dont on a beaucoup parlé, c'est pourquoi il ne suffit pas de penser positivement. Si par exemple la négativité peut être subconsciemment prépondérante dans notre corps, il n'y aura aucun changement. Et c'est pour ça que dans les techniques de changement, des personnes qui génèrent, si moi je passe 5 minutes à dire je suis le meilleur, j'ai confiance en moi, je suis le meilleur, je vais réussir, je vais gagner beaucoup d'argent, le succès pour moi. Si je passe 5 minutes à faire ça, mais je passe 95% de mon temps inconsciemment à penser le contraire, la pensée positive, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'à un moment donné, puisqu'on va voir comme le corps, il a une addiction, on va le développer ça. C'est pour ça qu'il faut créer un véritable sevrage du corps, parce que le corps, on va voir, il est addict à l'adrénaline et au cortisol, à différentes hormones,
qui fait que c'est comme une addiction à l'alcool, à tout ce que tu veux, au tabac, au sexe, tout ça. Le corps, il est exactement pareil, mais c'est de façon inconsciente. Donc, il ne peut pas y avoir de changement parce que le corps devient l'esprit et l'esprit devient le corps. Il y a une espèce de boucle rétroactive qui fait que les gens sont enfermés et puis le changement, ça ne se produit pas. Donc, il faut transcender, pour répéter, donc je répète, il faut transcender le corps, le temps, le corps et l'environnement. Il y a un véritable sevrage. Donc, la finalité du changement, c'est il faut embrasser un état de conscience supérieur à celui qui est à l'origine du problème. Pour embrasser, et tant que pour changer, je répète, il faut embrasser un état de conscience supérieur à celui qui est à l'origine du problème. C'est-à-dire qu'il faut devenir plus grand que l'environnement, que le corps et le temps. La finalité, il faut devenir plus grand que l'environnement, le corps et le temps. Pour reprendre un peu la phrase d'Einstein qui disait « La folie des hommes, c'est de croire qu'on peut obtenir des résultats différents tout en continuant à faire la même chose. » À faire la même chose, ouais. Moi, je rajouterais, c'est que la folie des hommes, c'est de croire qu'on peut obtenir des résultats différents tout en continuant à être, à faire la même chose. C'est la folie. Parce que être aussi, parce que je peux faire des choses différentes, mais surtout c'est l'être qui est à l'origine. Donc c'est devenir plus grand que l'environnement, que le corps et le temps. Donc, on a une réaction de Johanna qui nous dit est-ce que cela veut dire qu'il n'y a que le moment présent qui compte, qu'il faut être ancré dans le présent? Alors ça, c'est effectivement le moment présent, c'est comment dire, c'est allez, je vais dire, c'est le médicament, enfin je dirais l'antidote qui va permettre de sortir de l'inconscience. Mais effectivement, par contre, c'est extrêmement difficile d'être toujours dans le moment présent. Mais effectivement, il ne peut pas y avoir de changement. Le véritable changement, il se passe ici et maintenant, dans le moment présent. Et quand je suis dans le moment présent, là, effectivement, je suis sevré de mon corps, je suis affranchi de l'environnement et du temps. Et c'est là qu'à partir de ce moment-là, le changement, il peut se générer. Donc, effectivement, le temps présent, c'est un élément, c'est un indicateur extrêmement précieux qui va générer le changement. Donc, le véritable changement, il se passe, comment je vis dans le moment présent? Ça veut dire que la première chose, c'est de reconnaître l'événement, la difficulté, la souffrance, l'émotion, de lâcher prise, de dire oui à ce qui est. Et à partir du moment où je dis oui à ce qui est, c'est là que le changement, il peut se faire. Je veux dire, je ne suis pas en opposition, effectivement. Il faut être en présent pour générer du changement, absolument. Super. Ça va? C'est très clair. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que notre plus grande limitation serait-elle justement de définir notre réalité présente par ce que perçoivent nos sens? Parce que dans les neurosciences, qu'on appelle le principe de Varela, Varela dit « Nous pouvons voir que 20% de la réalité avec nos sens et 80% c'est de l'interprétation. » Waouh! Quand on comprend ça, on se dit, les 3/4 du temps, on est complètement aveugle parce qu'on est enfermé dans nos paradigmes, dans nos croyances, ce que je crois, ce qui nous empêche de voir les choses. Et l'expérience a été testée aux États-Unis où il y a ce film. Je ne sais pas si vous avez vu ce film où on demande aux spectateurs de regarder que la balle. C'est un match de basket. Ah oui, si, j'ai vu ça. Et puis, on fait passer un chimpanzé déguisé en chimpanzé et on a plus de 50% des gens, la première fois, je crois, c'est 70% des gens qui ne l'ont pas vu. Ouais. Un chimpanzé, ça se voit. Ils font deuxième fois l'expérience et ça, on baisse encore à 50, 40, mais ça veut dire qu'il y a pratiquement 40% des gens qui ne l'ont pas vu. Donc, ça veut dire qu'on voit la réalité et cette expérience, le principe de Varela, elle est extrêmement intéressante. Extrêmement intéressante. Donc, nous sommes des êtres quantiques. Ça, c'est le postulat extrêmement important pour générer du changement de façon constructive et durable. C'est notre esprit subjectif exerce un effet sur le monde objectif. C'est ce qu'on retrouve dans la physique quantique où à un moment donné, on dit l'observateur modifie l'observation. En fonction, et c'est ce qui a été révélateur aussi dans la physique quantique, c'est
en fonction de l'intention de l'observateur, on est capable de voir une particule ou un atome. On ne voit pas la même chose en fonction de l'intention. Donc, ça veut dire en fonction de l'intention, au niveau subatomique, j'ai la capacité à modifier le substrat physique. Donc, ça veut dire que la pensée, si elle est efficace, elle est capable de jouer au niveau subatomique, elle joue de façon générale au niveau de la matière. On est d'accord? Donc, ça, c'est un premier postulat qui est extrêmement important, qui permet de comprendre qu'à un moment donné, on passe du changement en réaction au changement en tant que créateur. Parce que la majorité quand on regarde l'histoire de l'humanité ou l'histoire des gens, on change. Pourquoi on change les 3/4 du temps? Qu'est-ce qui fait qu'on est obligé de changer, qu'on change? Souvent, c'est la souffrance. Voilà, la souffrance. Voilà. Quoi, c'est la souffrance. Et souvent, donc, la finalité, c'est j'attends la souffrance, je vais jusqu'au bout. Et après, une fois que je vais jusqu'au bout, là, je commence à changer. Mais souvent, quand je change dans la souffrance, c'est beaucoup plus compliqué que de profiter, au lieu de réagir, mais de devenir co-créateur de son changement. Quand on intègre ça, que l'individu, à travers la physique quantique, on comprend, nous sommes des êtres quantiques, nous pouvons influencer la matière. Et comment on le sait aussi, parce que la physique quantique le confirme, quand on regarde un atome, il est fait de 99,999999% d'énergie et il est fait de 0,00001% de substrat physique. Ça veut dire qu'autour de nous, en effet, il n'y a que du vide, il n'y a que de l'énergie. Et comme l'individu est une véritable, c'est une centrale à énergie, et la centrale à énergie, elle est mue par quelque chose qui est fondamental, c'est nos émotions. Comme les émotions, et c'est pour ça que dans le changement, l'intelligence émotionnelle qui est arrivée à apporter une vraie valeur aussi dans la compréhension du changement, parce que le processus, souvent on n'est pas conscient de nos pensées. Vous savez qu'on a à peu près 60 000 pensées par jour, on en est conscient à peu près que de 2000. Oui. Et le seul moyen que l'on a aujourd'hui de prendre conscience de notre état émotionnel, de nos pensées, c'est de développer la conscience émotionnelle, de ces émotions. Parce que si je sens que mon émotion, elle n'est pas orientée vers le dynamisme, ça veut dire que même sans le savoir, je suis en train de penser de façon négative. Ouais, complètement. Alors, tu as partagé plusieurs choses très précieuses. Là, je reviens juste sur un petit message, une question de Valérie qui demande on ne peut voir que ce que nous croyons, point d'interrogation. Est-ce que tu es plutôt en phase avec ça? Oui, absolument, absolument. Oui, nous pouvons voir que ce que nous croyons, absolument. Ça, c'est d'ailleurs, on a tous l'occasion de faire ces expériences. J'ai pas en mémoire ce genre d'expérience, mais il y a des fois. Moi, ça m'arrive. J'ai fait il y a pas longtemps l'expérience. J'ai un frigo, j'ai plein de choses, et je suis persuadé que je n'ai pas ce produit. Le produit, je l'ai pas. Donc, j'ouvre le frigo et je regarde, je le vois pas. Donc, je dis à ma compagne, à mes enfants, je leur dis, tiens, on n'a pas le produit, il faudra l'acheter. Et ma fille a un doute. Elle ouvre le frigo, elle me dit, papa, la bouteille, elle est juste en face de toi. Et je vous promets que je ne l'avais pas vue. Parce que dans ma croyance, elle n'était pas là et je ne l'ai pas vue. Et ce genre d'expérience est quand même intéressante. Moi, je crois, effectivement, nous voyons que ce que nous croyons, c'est clair. C'est clair. Et je reviens sur la puissance du mental sur la matière et la transformation de corps. J'ai un de mes amis qui est devenu, à l'époque, il y a quand même pas mal d'années, il est devenu champion du Canada de taekwondo. Champion du Canada, c'est du taekwondo. Mais je lui dis, Christian, mais comment tu t'entraînes?
Il me dit, moi, tu sais, je m'embête pas, je vais pas au dojo, je m'entraîne pas, très peu, quoi. Je dis, bah, tu fais comment? Il me dit, moi, je m'entraîne 80% dans mon canapé. Je dis, tu fais comment? Il me dit, moi, je visualise tous les mouvements que je dois faire. C'est comme au cinéma, je me visualise et mon corps, il intègre tellement la dynamique des mouvements à travers la création, comme on l'avait évoqué, de circuits neuronaux, qu'à un moment donné, il dit, moi, j'avais juste besoin de 20% pour aller vérifier que ce que j'avais intégré au niveau du mental, c'était intégré au niveau du corps. C'est quand même extraordinaire. Il est devenu champion du Canada en taekwondo. Et ça a été une révélation aussi en 90 quand il m'a parlé de ça. Je me souviens à l'époque, et aujourd'hui, c'est un chercheur de réputation mondiale, hein, je ne vais pas dire son nom, mais dans le domaine, il a beaucoup travaillé dans le domaine des cellules souches. Il a été aussi un des grands chercheurs dans la révélation des cellules souches et comment elles fonctionnaient. Donc, c'est intéressant. Effectivement, on ne peut voir que ce que l'on croit. Ça, je suis tout à fait OK avec ça. Donc, on va aborder. Donc, si vous maintenez à un moment cette idée que l'individu, avec notre pensée, on peut modifier la matière qu'est le corps, parce que qu'est le corps. Donc peut-être que si vous voulez changer, vous allez commencer davantage à vous concentrer sur ce que vous désirez au lieu du contraire. Et vous regarderez, la majorité du temps, les individus sont concentrés sur ce qu'ils ne veulent pas et pas suffisamment sur ce qu'ils veulent. Parce qu'ils se laissent hypnotiser par l'environnement, par le temps, par l'environnement, le temps et le corps. Le corps lui réclame son addiction à l'adrénaline, au cortisol, etc. Et ça, on le vérifie. Ma première expérience qui a été révélatrice pour moi, qui m'a interrogé, c'est un jour, j'ai accompagné une personne qui était battue moralement par son compagnon. Donc, la personne vient au cabinet, moi, je l'écoute, etc. Je lui dis, bon, écoutez, c'est bien, donc on fait un échange. Et après, je lui dis, on se revoit dans 15 jours. Donc, elle revient aux 15 jours et elle me dit, il faut que je vous annonce quelque chose. Je dis, ah bon, super. Et puis moi, elle me dit, mon compagnon m'a quitté. Et moi, comme un imbécile, je lève les bras, je dis, oh, super bénédiction, bravo. Le débutant, j'étais débutant, c'est vrai, j'étais débutant à l'époque. Et moi, je n'ai pas compris. Mais la personne, elle était fâchée, elle me dit, mais vous ne comprenez rien. Moi, je lui dis, ben, je ne comprends pas, il est parti, tu dois être soulagé. Et la personne, après, donc je l'ai envoyé j'avais un confrère psychiatre, donc je l'ai envoyé, je l'ai appelé, je lui ai dit, tiens, Christian, il faudrait que tu vois la personne, c'est pareil, la voix. Donc il la voit, et lui, il m'appelle. Entre-temps, elle avait fait une tentative de suicide. Et là, il me dit, tu vois, il discute avec elle, et elle dit, mais moi, je ne comprends pas, moi. Moi, j'étais addict à cette douleur, à cette souffrance. Et aujourd'hui, vous me l'enlevez. Moi, j'existe plus. Et il n'y a pas longtemps, j'ai une amie coach qui me raconte la même histoire. Il me dit, elle a vu ça à la télé. Il y a une femme, je n'ai pas vu cette émission où il choisit un compagnon, mais par compatibilité, il ne se voit pas, il se marie le jour où il se voit. Je ne sais pas, il y en a qui ont vu ça, mais moi, je ne regarde pas ça. Ah, j'ai entendu parler de ça. Ouais. Et il y a une femme, elle est hyper compatible avec l'homme. L'homme est hyper gentil, elle n'a jamais vu ça. Elle est hyper heureuse, 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, on lui demande, est-ce que vous voulez continuer le mariage? Elle dit, non, moi, je vais divorcer ou se séparer. Et les coachs, ils ne comprennent pas. Mais la femme, elle explique après en off, elle explique, mais ouais, mais moi, je ne suis pas habitué. Moi, je m'attends à recevoir, entre guillemets, des coups de batte de baseball pour que ça ait un peu de souffrance parce que mon corps, il est habitué à ça, quoi. Et ça, c'est extrêmement révélateur parce que c'est le corps qui commande l'esprit. Le corps, il a ses propres addictions. Donc, le premier élément du changement, c'est apprendre à se concentrer sur ce que vous désirez au lieu du contraire. Mais pour le faire, je répète, il faut transcender, je fais comme un enseignant, il faut transcender le temps, l'environnement et le corps. Donc, et par contre, si vous cessez de croire que la pensée est réelle, elle est réelle, vous retomberez dans le matérialisme et vous interromprez automatiquement votre travail sur vous-même. Je dis ça parce que, à travers la physique quantique et les neurosciences, on se rend compte que la pensée est primordiale. Parce que quand vous regardez le chaînon pensée, émotion, sentiment,
comportement, attitude, après, attitude, personnalité. Après, on arrive à la notion, après, on arrive à personnalité, on arrive à l'action et au résultat. Et vous regarderez la majorité du temps où est-ce qu'on travaille. Quand on n'a pas les résultats, on travaille sur la modification des actions. Oui. Et on ne remonte pas la chaîne parce que la majorité du temps, les managers, les responsables dans le monde de l'entreprise n'ont pas les compétences pour aller voir derrière. Donc, ils s'acharnent uniquement sur la dimension opérationnelle, mais ils ne voient pas que les problèmes sont beaucoup plus profonds. Et c'est pour ça, grâce à ça, moi, j'ai du boulot. Ouais. J'arrive à travailler. Donc, c'est la finalité. Et ça, c'est extrêmement important. Hein. Si vous cessez de croire que la pensée est réelle, vous retomberez automatiquement dans le matérialisme. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans le changement, il faut arriver à surveiller son mental. Et c'est pour ça que la conscience de soi est primordiale dans l'élément pour générer du changement. Hein. J'ai une question qui va te plaire, Jean-Claude. Ouais. Enfin, je pense que toutes les questions te plaisent plus ou moins, mais là j'en ai une sympa. On a Johanna qui nous dit, mais le cerveau c'est de la matière, au final. La pensée est donc matérielle. Alors, voilà, je te laisse. Le cerveau, le cerveau, c'est de la matière, mais la pensée est matérielle. La pensée, c'est de l'énergie. La pensée est l'énergie. La pensée peut avoir même une couleur. Elle peut même avoir une couleur. Elle a une énergie. Bon, pour certaines personnes qui ont la faculté, elle peut être matérielle, si on veut, mais c'est avant tout une source d'énergie. C'est de l'énergie. Ouais, j'ai l'impression. Le cerveau, c'est le contenant, pas le contenant, mais qui va générer de l'énergie à travers la pensée, entre autres. Ouais, parce que là, j'ai l'impression que ce qui est sous-entendu ici, c'est que le cerveau contiendrait la pensée. Alors, c'est une vaste question. Mais je la laisse. Le cerveau, il contient la pensée, c'est-à-dire que le cerveau, ouais, c'est une bonne question. Le cerveau, il contient la pensée, c'est-à-dire que la pensée, elle est générée par le corps, et le corps, par le corps, et le mental va générer aussi la réaction chimique que réclame le cerveau. C'est une boucle de rétroaction entre le corps et le cerveau. Ça veut dire que si j'ai un corps qui est programmé par l'adrénaline et le cortisol, automatiquement, mes pensées seront générées ce sera des pensées de stress, des pensées de peur, des pensées de manque, des pensées de survie. Et si par contre mon corps il est nourri d'hormones que sont la noradrénaline, la sérotonine, etc., parce que généré par mon cerveau, c'est-à-dire qu'il y a une réaction chimique dans mon corps, automatiquement, je n'aurai pas du tout les mêmes pensées. Ok. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais si c'est pas. C'est sûr, alors je pense que c'était plutôt une observation de. Une observation. La pensée, c'est de l'énergie. Et c'est curieux parce que quand vous avez un mental fort, vous pouvez changer l'environnement, mais c'est énorme. C'est énorme. Je me souviens, j'ai fait des expériences. Un jour, j'ai eu un chef d'entreprise, il me dit, je n'arrive pas à vendre. À l'époque, il y a quelques années, le gars, il vendait des montgolfières avec de la pub pour les entreprises. Le gars, il me dit, moi, j'arrive à en vendre aucune. Et moi, j'arrive avec la certitude que je peux le faire. J'ai aucun doute que je peux le faire. Mais aucun. J'ai zéro doute. Ça veut dire que la force est zéro doute. Ça veut dire que tu as une espèce d'énergie qui fait que tu bouscules l'environnement, toi, la matière. Je reviens 1 heure après, j'ai vendu une montgolfière. Ouais. Et la personne me dit, mais comment vous avez fait? Je dis simplement, j'ai fait une expérience, je suis parti, j'ai zéro doute. Un jour, j'ai interrogé un multimillionnaire américain. Je lui dis, quel est votre secret pour réussir aussi bien? Le gars, il me regarde, il me dit, moi, mon succès, il vient juste de mon mental, c'est-à-dire que j'ai zéro doute. Je n'ai même pas un moindre doute. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, et je sais que quand j'ai zéro doute, je suis complètement aligné en termes d'énergie. Je n'ai pas de perte d'énergie qui me font « ouais, attends, ça n'a pas marché » ou « fais un effort », etc. Il dit c'est ce qu'on appelle le flux.
je suis dans une dynamique de flux qui fait que on a tous connu ça. Hein. D'un coup, c'est le succès, c'est exactement pareil, quoi. Je racontais il n'y a pas longtemps un chef d'entreprise, il me demandait comment j'ai monté mon cabinet. Quand j'ai monté mon cabinet en 2001, je suis allé voir le plus grand expert en France des consultants, coach, à l'époque des consultants. Je me souviens, Monsieur Pérez. Le mec écrivait des bouquins épais comme ça dans la presse, c'était le numéro 1. Je vais le voir et le gars me dit, monsieur, vous avez peu de chances de réussir dans ce monde-là. Je lui dis pourquoi? Il me dit, vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas de carnet d'adresse, vous n'avez pas de listing, vous n'avez rien. Moi, je vous conseille, vous aviez un bon poste avant, vous pouvez retrouver du boulot, allez-y, etc. Et moi, je lui dis, moi, je ne vous crois pas. Le gars, il me dit, bah, écoutez, soit vous ne me croyez pas, soit je suis un imbécile, auquel cas il faudra que je change de métier, etc. Je le rappelle 3 mois après. 3 mois après, je le rappelle, je lui dis, voilà, je vous appelle, monsieur Pérez, pour vous dire quelque chose. En l'espace de 3 mois, j'ai trouvé 5 ans de travail. J'ai 5 ans de boulot, je suis complètement noyé dans le boulot, vous voyez? Et le gars, il me dit, mais comment vous avez fait? Ben, je dis, je vous l'ai dit, c'est-à-dire que moi, à l'époque, je n'appelais pas ça l'être quantique, mais j'ai une conscience supérieure. Quand je suis sûr de ce que je veux, je l'obtiens, et avec 0 doute. Et l'univers a conspiré, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on retrouve à travers les synchronicités, comme disent les gens, vous êtes synchro. Et je me souviens parce qu'à un moment donné, je vais voir un chef d'entreprise. Le gars, il me dit, ça ne m'intéresse pas le coaching. À l'époque, en 2001, le coaching, les gens, ils vous disaient, c'est quoi ce farfelu? Et le gars me dit, ça ne m'intéresse pas. Et le gars, il m'appelle 3 jours après, il me dit, écoutez, monsieur Loiseau, je dois faire une conférence dans le cadre du MEDEF sur le coaching. Moi, je ne me sens pas très, très armé pour ça. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus compétent. Est-ce que vous voulez la faire? Et moi, je me dis, quand je venais démarrer dans le coaching, j'ai la réflexion pendant une journée de me dire, oh, attends, Jean-Claude, tu n'es pas légitime pour le faire, etc. Non, laisse tomber. Et puis après, je me dis, mais pourquoi pas? Et je fais cette conférence dans le cadre du MEDEF, parce que le MEDEF, là, j'avais des gros chefs d'entreprise, hein, certaines entreprises, bon, je ne dirais pas les noms, qui étaient vraiment présents. Je finis ma conférence, j'ai 3 dirigeants haut niveau qui viennent me voir en me disant, oh, je vous veux dans mon bureau. J'ai eu 5 ans de boulot en l'espace, vous voyez, comme ça. Parce que à un moment donné, quand tu es dans l'énergie, quand tu es dans le flux, tu es aligné, il y a 0 doute. C'est-à-dire qu'aligné, le corps est aligné. Je ne me laisse pas hypnotiser par l'environnement. Même si je ne vois pas, je me dis, c'est pas grave, ça va tomber. Je sais pas. C'est comme le Père Noël, quoi. Quand j'étais petit, je savais que le 25 décembre, le Père Noël, j'aurais les cadeaux, quoi. Ben, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, il faut le croire pour le voir. Donc, c'est extrêmement important, cette dynamique. Il y a une espèce d'alignement qui fait qu'à un moment donné, et quand tu es comme ça, c'est là qu'on dit, bah, tu as le flux. J'ai accompagné à une époque, des sportifs de haut niveau aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques, une skieuse. Et j'ai une skieuse que j'accompagne, et à un moment donné, la personne qui fait la descente avant elle, elle fait un score qu'on n'avait jamais vu. C'était une personne qui était au rang, je ne sais pas quoi, elle devait être 70e, et la personne que j'accompagne, elle fait partie des 3 premières mondiales. Et la personne, moi, je peux pas la voir parce que quand elle est dans les starting blocks, tu peux pas les approcher des sportifs. Tu as juste l'entraîneur qui est là et puis les officiels, mais tu peux pas. Comme moi, je suis à distance et tout. Et là, je vois ma skieuse qui fait la descente. Et là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Toi. Et là, je lui dis, mais donc quand elle arrive en bas, bon, je la laisse faire, je vois bien les larmes et tout. Elle fait un temps merdique. Quoi. Donc, je vais la voir après. 1 heure après, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout. Elle m'a dit, ouais. Elle m'a dit, j'étais perturbé par le score de la skieuse précédente. Elle dit, j'ai pas du tout skié, quoi. Et je lui avais dit, pour skier, c'est ce que m'avait dit un jour Alain Prost. Peut-être pas, tout le monde ne connaît pas Alain Prost, qui était avant pilote de Formule 1. Ouais. Quand je lui ai demandé comment on fait pour piloter des voitures aussi rapidement. Et c'est là qu'il me dit, il faut piloter avec le cul. Et moi, ça m'a interpellé. Je me dis, comment tu fais piloter avec le cul? C'est là que j'ai compris. Si tu pilotes avec le mental, avec tes craintes et tes machins, tes doutes, tu ne peux pas prendre le virage. Quoi. Tu meurs. Quoi. C'est ce qui t'est arrivé à l'époque à Sénat où tu commences à avoir peur, t'es cuit. Quoi. Et la skieuse m'a dit, pendant toute la descente, j'ai pas skié parce que je pensais, je me dis, je vais pas réussir à faire ce temps. Donc, c'est important. Donc, la question, c'est…
Alors, je vais t'interrompre un instant parce que du coup, alors on a une question de Johanna et j'allais te poser moi une question qui est un petit peu en lien. Il y a Johanna qui me dit oui, ça arrive, mais parfois l'environnement est trop puissant. Exemple simple, lorsqu'on est maman de jeunes enfants, on nous pousse à renoncer à certaines opportunités qui peuvent se présenter. Donc ça peut être le cas, mais de la même façon, et c'est la question que j'allais te poser, on peut être dans ce flux, ou en tout cas avoir cette absence de crainte, en tout cas être vraiment convaincu de là où on veut aller, de ce qu'on cherche à obtenir, et on peut en être convaincu, mais on peut avoir auprès de nous, quand on est dirigeant, des membres d'une équipe qui eux ont plein de craintes. Quand on est dans un couple, on peut avoir un conjoint, une conjointe, plein de peurs, plein de craintes. Et dans ce cas-là, tu vois, c'est compliqué. Quand on est seul, comme la skieuse face à ses skis et face à la descente, c'est autre chose, évidemment. Mais quand il y a cet environnement avec ce que tu nous as partagé autour de la physique quantique et cette union, finalement, qu'il y a les uns avec les autres, est-ce qu'on peut tout de même rester vraiment co-créateur, conscient, puissant, malgré ça? Ouais, toi, c'est une très bonne question. Alors moi, c'est une croyance, hein, c'est une croyance tout à fait personnelle. Elle a ses limites, mais je pense qu'elle a une forme de réalité par expérience. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est-à-dire que quand je suis complètement aligné, il y a un moment donné, je ne peux pas attirer les gens qui ne sont pas alignés avec ce que je suis. Si je les attire, ça veut dire qu'à un moment donné, la vraie question, c'est pourquoi j'attire ça. C'est comme les gens c'est comme la personne qui dit, ouais, c'est curieux, dans les couples, enfin, dès que je rencontre un mec ou une nana, c'est toujours le même type, quoi. Il y a une forme de programmation qui fait que c'est toujours, ça veut dire que c'est pas l'autre qui a à remettre en cause, c'est peut-être que moi, au fond de moi, de façon dans mon subconscient, peut-être que j'y crois, mais pas tant que ça, ou j'ai des doutes parce que sachant que 95% du temps, je suis inconscient. Je suis c'est le subconscient qui fonctionne et que 5%. Ça veut dire que je peux avoir 5%, je suis hyper motivé, je me dis, wow, c'est ça que je veux, machin et tout, j'y crois. Mais par contre, quand je suis pris, par exemple, j'ai un collaborateur qui m'appelle, ouais, bon, on a tel problème et tout, je suis pas d'accord avec toi, ce que tu fais et tout, c'est pas bien et tout. Paf, ça y est, je retombe au niveau d'un plan énergétique différent. Et là, je commence à avoir des doutes. Je commence à me dire, ouais, ça fonctionne pas autant que je le crois. Ça, c'est facile de se laisser guider par l'environnement et de garder un cap. C'est extrêmement, je reconnais, c'est extrêmement difficile. Mais la vraie question, c'est quand tu regardes l'équipe, le lien entre Steve Jobs et Wozniak, les gars, quand ils se sont attirés, ils étaient complètement complémentaires. Steve Jobs, c'était le créateur, comme je te disais, puis Wozniak, c'est le mec qui met le main dans le cambouis. Mais ils sont complètement complémentaires. Ça veut dire qu'à un moment donné, la complémentarité va se faire sur des niveaux différents, mais c'est le yin et le yang, quoi. Toi, ça fait quelque chose d'un symbole bien organisé, quoi. Alors, toi, c'est parce que la difficulté du changement, effectivement, c'est pas de se laisser hypnotiser par l'environnement. Et je comprends ce que disait la personne tout à l'heure, c'est pas facile quand tu as parfois des contraintes qui sont là. Mais parfois, c'est ça la difficulté, c'est de garder, de faire comme si c'était déjà arrivé. Et comment tu le sais que c'est déjà arrivé? C'est que dans ton état interne, la joie domine plus que tout le reste. Toi, tu as une espèce d'allant qui fait que la joie, la sérénité, le calme, et tu te dis, ouais, tiens, t'inquiète pas. C'est comme à un moment donné, je discutais à une époque, il y a quelques années, il y a 5-6 ans, j'accompagnais un dirigeant, et il me dit, Jean-Claude, j'ai besoin de 400 millions, c'est énorme, 1,5 milliard, toi. Et il a ses associés, les membres de son équipe, et il me dit, et il dit à ses associés, il dit, moi, pour l'instant, on n'a aucune piste. Et je lui dis, bon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prospecter, etc. Le gars, il me regarde, il me dit, bah non, on va partir en vacances. Je dis, comment ça, vous allez partir en vacances? Ouais, il me dit, ouais, on va se reposer parce qu'on est sûr que ça va arriver. On est sûr, on ne sait pas comment, mais on est tellement sûr qu'il va y avoir quelque chose, toi. Effectivement, 3 semaines après, 1 mois et demi après, il m'appelle, il me dit, tiens, c'est curieux, on a eu telle personne qui s'est présentée, etc. Ça veut dire que ça rejoint toujours, mais c'est pas de la, comment dire, c'est pas de la pensée positive, hein. C'est pour ça que la pensée positive, ça veut dire que c'est vraiment, quand on intègre le changement, c'est quand on comprend qu'on est une centrale d'énergie, ça veut dire qu'à un moment donné, je dois être complètement aligné à travers l'environnement, le temps et le corps,
qui fait qu'à un moment donné, je deviens une centrale d'énergie tellement forte qu'à un moment donné, les choses se mettent en place. Moi, je l'ai éprouvé, tu connais mon parcours. Ouais. Tu connais mon parcours. Quand je suis revenu, quand j'ai été moine dans la tradition bouddhiste, etc., j'ai vécu presque 10 ans dans un monastère. Je te promets que quand je suis rentré en France, j'avais une telle énergie que les choses, elles arrivaient toutes seules. Les gens, ils étaient attirés. Et je me souviens, les gens me disaient, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de venir vous parler, quoi. Les gens arrivaient, toi, le boulot, n'importe quoi, les gens me disaient, vous voulez faire. Et c'est là que j'ai commencé mon job de consultant. Le gars, il y avait 200 candidats dans la salle. 200 candidats. Le PDG me dit, il regardait les candidats, puis à un moment donné, il me pointe du doigt, il me dit, vous, venez tout de suite là. Je dis, ah bon, moi, etc. Il me dit, vous, mettez-vous à droite dans la pièce, machin. Je me dis, le mec, il m'a acheté et tout ça. J'attends 1 heure, 2 heures, etc. Toi, puis il ne se passe rien pour moi. Puis le gars, je vois un autre qui arrive à côté de moi, etc. Et puis je lui dis, mais vous avez fait quoi? Ben, le gars, ils nous ont interrogés, etc. Et je dis, moi, il ne m'a pas interrogé celui-là. Donc, et le gars me dit après, il vient me voir, je me souviens, il s'appelait Jean-Baptiste Lassalle, non, Jean-Pierre Lassalle, je me souviens encore, qui était le PDG d'une boîte de consulting à Lyon. Il me dit, je ne sais pas pourquoi, quand je vous ai vu, je me dis, vous avez quelque chose que je ne vois pas chez, je ne sais pas, une énergie que je sens, et je me dis, il faut qu'on travaille ensemble. Et ça a été un super moment ensemble, on a passé 3 ans où je me suis vraiment éclaté, quoi. Toi, quand tu es aligné au niveau énergie, tu es attractif. Et pour répondre à ta question, si toi tu es bien aligné, les choses se passent. Alors maintenant, la question, c'est pourquoi des fois, pourquoi on perd souvent l'attention à cette infime partie du monde physique? Pourquoi, pour toi, maintenant je dirais, pourquoi on garde plus notre attention à cette partie du monde physique alors que nous sommes tellement plus que ça? C'est tellement plus que ça. Donc la difficulté du changement vient que souvent, nous préférons choisir une dépendance à une habitude émotionnelle pour éprouver une satisfaction immédiate. Tu vois? Et nous écarter, parce que quand je vais chercher la satisfaction immédiate, ça m'écarte de tout le champ du possible qui réside dans le champ quantique. Ouais. Moi, j'ai vu, je l'ai dit, ces gens ne savent pas, j'ai fait une formation avec Joe Dispenza. On voit des gens qui arrivent avec des béquilles et des gens qui repartent en transcendant justement, en sevrant le corps, en transcendant le temps, le temps et l'environnement, qui repartent sans béquilles. J'ai vu des gens avec des fibromyalgies qui sont là, qui arrivent, machin, et disant, on se croirait à un cours de. Au début, moi, je me dis, mais c'est un truc de fou, quoi. Je me dis, mais ça ne marche pas leur truc et tout, mais ça ne marche pas. Je voulais vérifier comment ils faisaient, mais c'est extraordinaire. Il y a des gens qui arrivent à faire monter l'énergie, puis d'un seul coup, il y a une véritable transformation. Toi, hier, j'étais avec une personne, elle a exactement vécu les expériences que je voyais les gens vivre, que les gens vivaient ou que j'ai vécu, moi, à travers, dans l'expérience avec Joe Dispenza. L'énergie qui monte, et quand l'énergie qui monte, tu as la tête qui part en arrière, toi. L'espèce d'énergie. Parce que quand tu es en mode survie, l'énergie, elle est dans les chakras du bas. Ouais. C'est un des points d'ailleurs importants que tu voulais nous partager ce soir. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes et c'est vrai qu'il y a un des points où tu nous parles finalement de ce mode survie en opposition au mode création. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Donc, je vais rapidement. Rapidement, donc ça veut dire transcender l'environnement. Ça veut dire que l'intérêt, c'est pas si nous laissons le monde extérieur contrôler nos pensées, nos émotions, notre environnement extérieur, il va créer dans le cerveau des circuits neuronaux. C'est toujours, je rappelais tout à l'heure, les circuits neuronaux qui nous font penser que ce que nous sommes est égal à tout ce qui nous est familier. Il faut penser que tout ce que nous sommes est égal à tout ce qui nous est familier. Donc, nous créons toujours la même chose. Donc, transcender l'environnement, c'est extrêmement important. Ça ne veut pas dire que je suis autiste à l'environnement, mais je ne laisse pas l'environnement influencer mes pensées, mon mental. Je me dis, c'est comme ça, j'accepte, je dis oui à ce qui est. Moi, quand je fais ça, ma compagne me dit, parce que moi, je suis quasiment tout le temps comme ça, ma compagne me dit, mais toi, c'est pas possible, tu t'en fous de tout. Je lui dis, mais non, je ne m'en fous pas de tout. L'environnement est ce qu'il est. De toute façon, ce qui se passe est ce qui se passe, et puis on ne peut qu'en tirer des enseignements et puis avancer vers ce qui est important. Mais pour elle, je m'en fous de tout. Toi quand on fait ça, non, c'est pas. Ouais, effectivement, c'est les choses sont là.
Et voilà. Donc, à ce stade, vous comprenez que le principal obstacle vous permettant de véritablement faire mourir le vieil homme, c'est le fait que vos pensées et émotions se situent au même niveau que l'environnement, le corps et le temps. Toujours au même niveau. Donc, pourquoi il est si difficile de vivre de tels moments créatifs? Parce que nous sommes pour la plupart du temps familiarisés davantage avec l'état d'esprit de dépendant, mode survie, qu'avec le mode créateur. Ouais. Donc, mode survie, c'est d'être obsédé par sa santé. J'ai pas assez de temps, j'ai pas assez d'argent. Donc, le système nerveux se met automatiquement en danger. Le système parasympathique, il est déséquilibré. Donc, je suis toujours dans un mode de pensée orienté excitation du sympathique. Le parasympathique, c'est celui qui freine. Le sympathique, c'est celui qui accélère. Donc, je suis toujours en mode d'accélération. J'ai jamais de repos. Je me fatigue, je m'épuise. Et parce que je suis en mode survie. Donc pour modifier cet état, nous devons changer les émotions que nous avons mémorisées. Et pour cela, il faut nous libérer du passé. Je répète, 95% du temps, nous sommes inconscients et 5% conscients. Il ne peut pas y avoir de changement si nous vivons dans un avenir prévisible. Ouais, de toute façon, je sais que c'est comme ça, etc. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Donc l'intérêt du changement pour générer du désir au plaisir de changer, nous savons que maintenant, nous pouvons conditionner le corps à vivre dans le futur, vivre dans le présent, le futur que vous désirez. C'est la clé. Comme si c'était déjà là. Je ne m'occupe pas de ce qu'il y a autour, du temps, l'espace. Et ça veut dire qu'à un moment donné, pour être comme ça, il faut sortir de l'état d'inconscience pour aller vers l'état de conscience. Et l'outil essentiel qu'on a, c'est la conscience de soi. Il y en a d'autres. Il y en a qui utilisent l'hypnose qui permet de nettoyer les croyances, les limitations. Mais après, c'est-à-dire que quand je suis en hypnose, j'ai enlevé une croyance, mais après, j'ai toujours besoin du thérapeute, de l'hypnothérapeute. Tandis que la conscience, je suis autonome, je peux me développer à ma vitesse que je veux, et c'est un excellent apprentissage parce que quand je passe de la conscience de soi, après, j'arrive à passer à la conscience universelle qui permet de comprendre qu'à un moment donné, quand je suis relié au tout, waouh, c'est là que je développe l'amour universel, la compassion, et c'est là que je commence à avoir d'autres valeurs, d'autres émotions qui me font passer du mode de survie au mode création. Le mode création, c'est avec les autres, c'est pas contre les autres, c'est quoi le mode création? C'est pas cause et effet, je crée une cause, c'est l'amour, c'est comme j'ai dit, la compassion, la compréhension, c'est avec les autres, pas contre les autres. C'est pas la compétition, mais c'est la subsidiarité. Enfin, c'est toutes ces notions qui font qu'à un moment donné, j'arrive à, je passe de l'état de survie au mode création. Et pour terminer le tout dans le changement, une fois que j'ai changé, j'ai pris conscience comment dire, je suis sorti de l'addiction du corps, j'ai transcendé le temps et l'environnement. À un moment donné, il manque quelque chose, l'élément important, c'est la vision. Ça veut dire que ce qui va faire qu'à un moment donné, je vais supporter ce que je vois dans l'instant présent, c'est que j'ai une vision claire, précise de ma destination. Comme le disait Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, je dois développer derrière, construire ma vision de ce que je veux devenir, je veux être, faire et obtenir. Donc, ça doit être tellement clair. Et c'est ça que je dois regarder le plus souvent possible. Ça ne veut pas dire que je suis autiste, je répète, à ce qui est en train de se passer. Je sais que c'est là, je l'accepte, je dis oui, je ne suis pas en contradiction, mais par contre, j'agis pour que ça change. Mais ce changement, il est nourri par une vision interne qui dit, voilà, ma destination, c'est ça.
Super, c'est très clair. Ah, ça me rappelle en termes de changement qui est extrêmement important à terme. Je ne sais pas si vous connaissez l'expérience de Viktor Frankl. Le logothérapeute? Ouais. Ouais, moi je connais bien, ouais. Ouais, tu connais bien. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment intéressant. C'est un homme, un psychiatre qui est juif et enfermé qui est capturé, enfermé dans les camps de concentration, et où il perd sa femme, ses enfants, son père et sa mère. C'est dramatique. Et à un moment donné, il prend une décision extraordinaire. Il décide, il dit, il y a un espace à l'intérieur de moi où personne ne peut décider. Si j'ai décidé d'être heureux, personne ne peut m'en empêcher. Et il raconte à travers les tortures qu'il avait décidé d'être heureux. Ça veut dire que, je vais le dire d'une autre façon, c'est l'intégration, c'est le comportement découle non pas de ma condition, mais de mes décisions. Ça veut dire que, je vais dire d'une autre façon, le véritable artiste de la vie, c'est pas celui qui est heureux parce que tout va bien, mais celui pour qui tout va bien parce qu'il est heureux, parce qu'il connaît sa destination. Et Viktor Frankl raconte que c'est ce qu'on appelle la proactivité, il travaillait dans l'espace de liberté. L'espace de liberté, il y a 4 ingrédients. C'est la conscience de soi. Après, développer une conscience morale, parce que je ne vais pas agir contre les autres. Après, c'est l'imagination créative, qui est extrêmement important. Toi, c'est l'imagination créative. Et le quatrième, c'est une volonté indépendante. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tout le monde fait comme ça que moi, je vais faire pareil. Et là, je travaille dans un espace de liberté où, à un moment donné, je deviens vraiment le créateur de ma vie, quoi. Ouais, c'est drôle que tu le prennes comme exemple, parce que moi, c'est un des hommes dont j'aime beaucoup le travail, finalement, qui a créé la logothérapie. Donc, finalement, c'est la science du sens, comment remettre du sens dans la vie, etc. C'est très chouette. D'ailleurs, c'était une question que j'avais à te poser, Jean-Claude, si tu es OK. Est-ce que tu aurais quelques conseils de lecture, peut-être, pour ceux qui nous écoutent, voilà, ou des auteurs qui, toi, te touchent ou te parlent beaucoup, tu nous conseillerais? Ouais, je voulais terminer sur juste le moment, toi, le changer, j'aime bien cette phrase, changer, elle implique de nous débarrasser de la plus grande habitude, celle d'être nous-mêmes. Là, j'aime bien ça. Parce qu'autrement, c'est le serviteur, le corps, le mental qui devient le maître. Ouais. Et c'est à partir de ce moment-là, dans le changement, on devient auto-créateur de sa vie. C'est-à-dire que, je répète, pour changer, il est capital de briser la continuité chimique de la culpabilité, de la colère, des états dépressifs. Et ce n'est pas facile, parce qu'on est tellement addict à ça. Je le vois bien quand j'accompagne les gens ils me disent, ouais, mais Jean-Claude, c'est bien ton truc, mais moi, être heureux tout le temps bien, ça ne va pas aller, quoi. Moi, j'ai besoin d'être… donc, la finalité, la difficulté, c'est d'arriver à démémoriser une émotion pour effectuer un véritable changement. Et là, on a besoin de la conscience de soi. Ça a été développé notamment par Bruce Lipton. On arrive à travers l'épigénétique où il montre que les gènes ne sont pas déterminants. Ouais, que l'environnement a un impact. Tout à fait. Ouais. L'environnement a un impact, etc. C'est en fonction dont moi je gère mon monde intérieur, mon espace, mon entreprise intérieure va faire que les gènes vont être actifs ou pas actifs. C'est ça. Okay. Ça a été une révolution. Hein, l'épigénétique, ça fait une dizaine d'années maintenant, c'est une révolution. Là où on pensait que les gènes déterminaient finalement notre vie, notre réalité, on se rend compte que non, en fait, ce sont nos habitudes aussi bien alimentaires, nos façons de penser, nos façons d'agir. C'est tout ça finalement qui active ou pas certains gènes en nous. Ils font ça aussi très intéressant pour ceux qui nous écoutent. Allez regarder, si vous ne connaissez pas l'épigénétique, allez jeter un coup d'œil. Oui, parce que tu vois, le corps, il est conditionné à vivre dans le passé en permanence. Complètement. Donc, ça veut dire que, et toi, dans le changement, les coachs, la majorité des gens n'intègrent pas la dimension corporelle. Ils s'adressent aux 5%, mais ils n'imaginent pas que le subconscient, c'est le corps. Le subconscient, l'inconscient, il est dans le corps. Et la majorité des coachs, ils parlent là, aux 5%. C'est pour ça que le changement, moi, je récupère, dans les entreprises, des gens qui ont été coachés par des coachs même connus. Des gens qui disent, ouais, ça m'a donné une motivation pendant quelques mois, puis après, je suis retombé comme avant. Je dis, ça ne m'étonne pas, parce que tu n'as pas changé ton neurochimie, ta biochimie est toujours la même qu'avant.
ouais, c'est ça. Ça change, Ok. ça change les coachs motivationnels que sont, par exemple, Tony Robbins, c'est bien, mais même Tony Robbins, moi j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui. Lui, il le dit, à un moment donné, ça touche des gens, mais pas beaucoup et pas longtemps, quoi. Ça peut même Ouais, détruire des gens. Parce que toi, tu crois qu'avec la motivation, tu peux tout faire, mais en réalité, ton corps, il dit l'inverse, quoi. ouais. Ok, en tout cas, bah moi je peux que te remercier pour tout ce que tu nous as partagé là, parce que tu nous as partagé quelques pépites, on pourrait dire. Je pense qu'on va être nombreux à revoir cette webconférence en replay aussi. Voilà, n'hésitez pas à la partager aussi hein, pour ceux qui la voient. Alors peut-être pour savoir, hein, comme tu nous dis, c'est pas forcément évident de faire ce cheminement, ces transformations seules. C'est aussi pour ça, je crois qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de coachs, de personnes qui accompagnent. Oui. Donc voilà, moi je le redis à ceux qui regardent aujourd'hui, si vous avez la volonté de changer, de transformer des choses en vous, alors oui, Jean-Claude nous l'a dit, il faut de la motivation, de l'envie, il faut un désir certain, mais c'est pas forcément suffisant. Et c'est pour ça que tous les coachs, comme toi, Jean-Claude, aujourd'hui existent et sont là pour accompagner chacun. Ouais, parce que Donc, toi, n'hésitez pas. non, toi, alors, en tant qu'ouvrage, il y a un ouvrage qui m'a bien marqué. C'est l'ouvrage de Joe Dispenza qui s'appelle Rompre avec soi-même. Ouais, j'ai écouté l'audio, moi. Ouais. Audio. Donc, c'est Ouais. important. Donc, c'est un ouvrage qu'il faut lire au moins 10 fois, 20 fois pour intégrer, parce que quand on l'intègre, on crée des nouveaux circuits neuronaux, on l'intègre, ça devient une habitude, et à un moment Ouais, donné, ça permet d'augmenter notre niveau de conscience. carrément. Ça a été une révélation, puis en plus j'ai fait la formation avec lui, ça a été une révélation. Enfin, une révélation, c'est-à-dire que ce que je savais déjà, mais je n'arrivais pas. Moi, j'avais plutôt le côté mystique, mais je n'avais pas le côté scientifique. Et là, lui, Ouais, il m'a permis de mettre un côté scientifique pour celui qui est pas spécialement croyant. Moi, je crois plutôt, toi, j'ai une croyance forte sur notre propre divinité, toi, notre propre énergie universelle qui est identique à tout le monde. La finalité, c'est d'intégrer ça, parce que moi, j'ai déjà vécu des états de conscience qui sont quand même assez particuliers, sans drogue, hein, je le dis bien, sans drogue. ouais. J'ai pas fumé tout ça, mais qui montre qu'à un moment donné, tu as un tel amour pour le truc, pour l'humanité et tout, qu'à un moment donné, tu arrives à pleurer, tu te dis, waouh, quand tu regardes le monde, tu peux pleurer, quoi. Donc, Rompre avec soi-même, c'est excellent comme ouvrage. Ok, super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs auxquels tu penses là, comme ça? Comme tu disais, il y a Bruce Lipton aussi, la biologie des croyances. La biologie des croyances de Bruce Lipton. Il y a aussi, pour les gens qui s'intéressent, les personnes qui s'intéressent au couple, l'effet lune de miel de Bruce Lipton est exceptionnel. C'est exceptionnel en termes de compréhension du changement à travers, entre autres, l'épigénétique, et il explique aussi les différentes techniques de changement, de modification du changement à travers, entre autres, la conscience de soi, l'hypnose, il en parle. Il y a aussi la psychologie énergétique. Moi, j'ai été formé à la psychologie énergétique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, désancrer une croyance dans le corps, parce qu'une croyance, elle s'incarne dans le corps à travers une forme de raideur. Il y a une raideur, et quand on arrive à modifier à transformer cette raideur, automatiquement, la croyance, elle disparaît. Donc ça, c'est extraordinaire aussi comme méthode. Et moi, je préfère la conscience de soi parce que je trouve ça bien. Je trouve que c'est évolutif. Ça me Bon, plaît bah, bien. super. En tout cas, moi, je suis très content parce que tu sais, si j'ai initié cette aventure Carmony et puis aujourd'hui le réseau des écoacteurs, c'est bien dans le but de permettre à chacun de se réapproprier son pouvoir personnel et de passer finalement, tu en as parlé, donc j'ai bien aimé ce que tu as dit, mais c'est de quitter finalement un petit peu ce mode automatique où finalement on ne fait qu'être victime de causes qu'on a créées inconsciemment. Et en fait, voilà, et c'est pour ça que au départ, le projet s'appelle Carmony, hein, j'en parle juste une minute. Parce que finalement, c'est de quitter le karma, finalement cette loi de cause à effet, qui est souvent très inconsciente, et c'est de quitter ce mode de vie là, uniquement karmique, on va dire, pour aller vers un mode de vie de création consciente finalement. Oui, tout à fait. Donc, je pense que ta conférence d'aujourd'hui illustre très bien tout ça. Voilà, donc, en tout cas, un grand merci à toi, Jean-Claude, parce que Je vous tu nous as remercie. partagé des choses très précieuses. On n'a pas d'autres questions. Moi, s'il y a d'autres questions, on n'en a pas. Ah, je ne t'entends plus de mon côté. Je ne sais pas si toi tu m'entends. Non, je t'entends, mais il n'y a pas d'autres questions. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous entendez Jean-Claude de votre côté? Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat?
je ne sais pas pourquoi je t'entends plus. Est-ce que tu peux essayer de désactiver, réactiver ton micro peut-être? Est-ce que tu m'entends? C'est bizarre, moi je ne t'entends pas. Ça a dû couper. Écoute, je ne t'entends plus, je ne sais pas pourquoi. C'est très bizarre. Ouais, je t'entends bien, mais tu ne m'entends pas. Alors, attends. Hop. Écoute, en tout cas, on arrive à la fin de notre rencontre. Alors, c'est bizarre que je ne t'entende pas. Est-ce que vous pouvez nous dire, les personnes qui sont encore en ligne, est-ce que vous entendez Jean-Claude de votre côté? Juste me dire oui, non dans le chat. Parce que c'est peut-être de mon côté, en fait. On avait combien de personnes? Réactiver mon micro. Ah, c'est bon. Je t'entends. On avait combien de personnes présentes? Il y a pas mal de personnes qui se sont connectées. Là, on est encore en live quelques minutes. On va faire un petit débriefing tous les deux. Est-ce que toi, tu as un mot de la fin à partager à ceux qui sont encore en ligne là, avant qu'on arrête le live? Ah oui, tiens, moi j'aime bien. J'aime bien le mot de la fin. J'aime bien, c'est la phrase de Gandhi, c'est soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, parce que souvent, qu'est-ce que j'ai remarqué quand j'accompagne des dirigeants, c'est qu'ils voudraient tellement que les autres changent, mais eux, ils ne voudraient pas changer. Ouais. Et moi, je me dis, un des éléments, enfin, je dirais, les plus écologiques et les plus styles de compassion et qui permettent d'évoluer, c'est soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est-à-dire que si je veux que le monde change, je commence par me changer moi. Et là, on a une structure. On a une structure qui est simple, c'est je me projette de qui je veux devenir en termes de savoir-être, faire et obtenir. Et je sais qu'à des moments, il faut que je mette la conscience au volant. Je m'assois dans le fauteuil de la conscience pour sortir des 95% qui va faire qu'à un moment donné, c'est plus 5% qui vont agir, mais c'est peut-être 6, 7, 8, 9, 10 et progressivement, parce que j'ai intégré que la pensée est créatrice. Ok, en tout cas, merci beaucoup Jean-Claude. Je vais arrêter le live, mais je t'invite à rester en ligne. On va débriefer tous les deux juste après. Merci à celles et ceux qui étaient en ligne avec nous, à ceux qui ont interagi. Vous retrouverez Jean-Claude sur la plateforme aussi, Carmony, donc dès la semaine prochaine, si vous voulez échanger avec lui, être accompagné par Jean-Claude. Donc n'hésitez pas. Donc maintenant, comme vous le savez, notre plateforme se retrouve sur ecoacteur.com. Donc voilà. Merci à tous. Abonnez-vous donc à notre chaîne YouTube, on a une nouvelle chaîne YouTube Web TV des Écoacteurs. Voilà. Merci encore à tous. Prenez soin de vous et puis comme le disait Jean-Claude, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. À bientôt. À bientôt.